merci d'être présent à cette deuxième édition du Grand Forum. Il y avait les tables rondes de ce matin. Cet après-midi, c'est très fortement marqué par les grands projets, les grandes mutations de la ville et du territoire, car nous allons étudier les chiffres post-Covid qui apparaissent dans l'immobilier et comment l'événement Paris 2024 peut être l'occasion d'appréhender différemment la conception des quartiers, des bâtiments et des espaces. L'autre grand projet est sociétal, et je crois qu'il nous concerne tous, la responsabilité sociale et environnementale dans nos métiers de l'aménagement, dans vos métiers d'ailleurs, de l'aménagement, de la décoration. On en parle ou on le fait? Avance-t-on dans le bon sens? Vous allez voir, on va avoir quelques réponses. Alors nous commençons avec un regard porté sur l'immobilier et les conséquences de la crise Covid. C'est le thème de cette table ronde. Le contexte, eh bien, depuis 2 ans, les bureaux se vident, on a pu le constater, car le télétravail prend de l'ampleur. Les petits hôtels sont délaissés et se vendent en appartements ou en co-living. Les gens quittent les grandes villes pour la province, pour la campagne. Et avec quel impact à long terme sur le marché de l'immobilier, mais aussi quel impact sur l'aménagement de la modularité et la modularité. Alors, cette discussion est organisée en partenariat avec Maison et Objets, Maison et Objets Project and Work. Voilà. On va faire un petit tour de table, là. Je ne vous dis pas dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave, vous levez la main, comme à l'école. Alors, on a Geoffrey Bernard, qui est directeur retail et hôtel région JLL Tetris, qui est un groupe immobilier de bureaux et d'hôtellerie. En 2013, vous entrez dans le groupe JLL chez Tetris pour développer le secteur contract, où vous gérez des dizaines de projets annuels. C'est ça. Pierre Hasbrook, vous êtes dirigeant de ASAP, groupe que vous avez créé qui rassemble des maisons de menuiserie, spécialistes de l'agencement. Aujourd'hui, le groupe représente 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes également impliqué dans la vie syndicale avec la présidence de la Chambre française de l'agencement dans le secteur de la Fédération du bâtiment. C'est ça ? Tout à fait. Grégory Ortiz, vous êtes co-dirigeant de Startway, qui, avec 35 adresses en France, accompagne les entrepreneurs et grandes entreprises à dérisquer, j'adore ce mot, les enjeux immobiliers, travailler autrement et innover. Vous êtes engagé dans le SINAF, qui est le syndicat des coworking et centres d'affaires. Moi, j'apprends plein de mots, hein, là, je ne vous cache pas. Et enfin, Anton Keil, on vous a vu tout à l'heure, responsable du programme Projet et Work à Maison et Objets. Voilà. Alors, d'abord, une question pour vous, Pierre. Quelles sont les grandes mutations de l'immobilier depuis cette fameuse crise du Covid-19 ? Alors, moi, ça marche? Oui, ça fonctionne. Ouais. Je pense que certains autour de moi répondront plus de façon macro. Nous, on voit en tant qu'agenceur, et ce qu'on représente, c'est une évolution, effectivement, mais un alourdissement d'une tendance qui était déjà présente avant. En gros, les gens, effectivement, vous voyez, les grands groupes vont préconiser 2 jours de travail sur place, en présentiel. Donc 3 jours en télétravail, donc moins besoin de bureaux affectés, beaucoup plus de flex office. Donc ça se traduit par une transformation des espaces quand ils existent déjà, avec plus de salles de réunion, puisque les gens, quand ils vont revenir au bureau, c'est surtout pour co-travailler, créer ensemble. Donc on va le voir ici. Donc ça, c'est un projet qui a évolué puisqu'on l'a livré juste après le Covid. Et donc c'est un projet qu'on a créé, qui avait été conçu par plusieurs agences d'architecture de l'ordinaire. Il y a Villemotte et il y a Grange. Donc rien que ça, c'est le siège de Cogedim. Si vous voulez, vous pouvez voir devant là. Vous. Voilà. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est l'ensemble des espaces qui sont dédiés à la collaboration. Ils sont passés beaucoup plus, vous voyez, à chaque fois on retrouve un petit peu des choses qui ressemblent à ce qu'on peut trouver chez soi ou à l'hôtel, donc beaucoup plus de mixité tertiaire, hôtellerie. Là, on est sur un flex office total, vous voyez, là, même s'il y a des gens qui prennent possession du bureau, on peut le voir avec des pots de crayon, mais normalement, c'est pas fait pour ça. Et on va voir, voilà, typiquement, ça c'est l'étage de direction avec un bar, avec des choses comme ça. Donc, on a une mixité et une présence d'autant plus importante, finalement, de ce qu'on va retrouver dans les codes de l'hôtellerie, dans le tertiaire. Ça se mélange de plus en plus. Sur Orange, ça, c'était le projet dont je voulais vous parler, qui était conçu avant. Mais ce qu'on remarque déjà, vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est l'ensemble des terrasses extérieures.
la même façon qu'on recherche pour du logement à avoir effectivement de plus en plus d'externalités possibles pour des gens, exactement pour les bureaux. Là, on se retrouve avec 6 terrasses qui sont disponibles. L'architecture, en plus, est assez sympa, il faut le dire. Beau projet de pitch. Mais voilà, ça, c'était pré-Covid. Capgemini. Les deux qu'on vient de voir, c'était pré-Covid. Non, le premier a été transformé au milieu du Covid D'accord. en améliorant et en augmentant le nombre de surfaces partagées. Donc le siège de Cogedim, qui est vraiment en plus un acteur du tertiaire, donc c'est toujours une vitrine pour eux. Et là, on a avec Capgemini. Là, on est post-Covid. Là, on est pré-Covid, mais vous voyez, on est quand même déjà dans une pensée qui est voilà. Alors c'est très formel, hein, c'est Capgemini, mais on a beaucoup plus d'espace de réception, moins de travail de coworking, si vous voyez la différence. Donc toujours ces espaces de partage qu'on pourrait trouver dans un hôtel, hein, je pense. Ça, c'est la vraie révolution du bureau, mais bon, c'est pas le sujet. Et là, il y a une vidéo, si on peut la lancer, qui est assez sympa, puisque c'est Vincent Échalier pour Sixième Sens. C'est le siège de Blablacar qui est en cours de construction et qui a évolué suite au Covid. Vous allez voir, il y a des choses qui sont très marquantes. Il y a un petit son. Donc voilà, c'est pas très loin d'ici, hein, c'est rue Saint-Sabin. Donc c'est pour ça que... Alors c'est en cours, donc je ne dirai pas des images finies, mais je dirai des perspectives. Ce qui va être très marquant dans ce programme, c'est la présence du bois. C'est-à-dire que les gens, et ça va faire plaisir à la filière bois, mais on a énormément de bois massif, ça fait plaisir à Philippe aussi, mais voilà, parce qu'on retrouve des matériaux qui sont nobles et à chaque fois on essaye de réassurer. Donc on retrouve facilement les gradins en bois, très tendance en ce moment, avec des salles, là c'est une grande entreprise, donc on a une salle qui va être dédiée, parfois elle est partagée. Et vous voyez, typiquement, voilà, on se retrouve avec des structures assez sympas. Et tout l'espace est prévu, pareil, beaucoup d'espace extérieur, beaucoup d'espace partagé à l'extérieur. Le bois, c'est le choix de l'architecte. C'est le choix de l'architecte. C'est aussi parce que c'est un matériau qui a une conséquence par rapport au Covid ou... Non, c'est d'abord, on sait que le bois a un impact bienfaisant sur la santé et sur le bien-être. C'est évident, en plus c'est un peu plus quand même RSE, comme on le dit, si on choisit bien le bois. Voilà, donc on retrouve effectivement des salles de réunion formelles, des salles c'est ce qu'ils appellent des salles de task force, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent pour travailler spécifiquement sur certains projets. Voilà, très aéré, très lumineux, je pense que c'est assez beau quand même, on peut le dire. C'est beau et l'aération est importante, on le voit, ça aussi c'est un gros travail des architectes aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans le tertiaire, mais on va retrouver aussi des évolutions, mais je pense que mes confrères en parleront tout à l'heure sur, par exemple, tout ce qui est résidentiel géré. Avec dans les résidences étudiantes, ce qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus d'espace de coworking qu'on n'avait pas avant. Il y a des résidences qui se construisent actuellement à Créteil, 600 logements étudiants et 1200 m² d'espace partagé quand même. Ça existait peu avant. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué des comportements inhabituels? Est-ce qu'il y a des changements vraiment incroyables? Pour ma part, non, hein, j'en ai pas vu encore. Non, c'est donc une transformation en route. Oui, moi je pense, ouais. Je Ouais. n'ai pas vu, mais peut-être que d'autres qui sont plus en amont du marché vont le voir. D'accord. Alors, Grégory. Oui. Est-ce que le travail va provoquer des baisses de demande de bureaux? Ça semble un peu oui, mais bon, on ne sait jamais. Alors, je vais vous le dire avec beaucoup de modestie. En l'occurrence, pour le coworking, autant nous avons été affectés, je dirais, pendant la crise Covid, par l'obligation d'aller télétravailler à domicile. Donc, nous avons eu une baisse de fréquentation des lieux. Autant la demande ne s'est pas arrêtée pendant le Covid. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont, je dirais, comprise que l'immobilier avait besoin d'être un peu plus agile. Et donc, elles se sont renseignées sur les modèles qu'elles pouvaient trouver à travers le coworking. Et on a plutôt aujourd'hui une augmentation des demandes très accélérée depuis le mois d'août.
ou on va dire en fin de Covid, entre guillemets, je mets toujours les guillemets entre le fin de Covid, mais on a une réelle augmentation des demandes depuis le mois d'août, et très très fort. Alors, on va voir vos slides. Et pour le coup, on a des demandes qui ont émergé après le Covid. C'est qu'on a des gros utilisateurs ou des foncières et propriétaires qui sont venus nous demander du conseil pour repenser les bureaux avec des nouveaux usages, des usages que nous avions, nous, dans le coworking, et je parle de l'industrie du coworking, déjà dessinés ou imaginés il y a déjà plusieurs années. Et donc, on vient nous demander de repenser l'immobilier d'une autre façon, avec de nouveaux usages, de repenser les aménagements et surtout d'opérer aussi à l'intérieur de très grands immeubles une plateforme servicielle. Donc, on a un métier historique qui était opérateur de coworking qui s'est enrichi à travers le Covid. Et la dernière expérimentation qu'on a lancée, c'est du co-living à Arcachon. Donc là, je vous marque juste le réseau. Mais la Grande Armée, vous avez... par exemple, un des derniers sites nous avons ouvert et réalisé. Là, on est sur donc le coworking. Avec Tetris. Coworking avec, pour le coup, beaucoup de demandes de télétravail. Et moi, je milite depuis 11 ans pour dire que le télétravail, ce n'est pas qu'à domicile. On peut télétravailler dans un tiers-lieu qui n'est ni le domicile ni le siège social. Et donc, on a, pendant le Covid, absorbé beaucoup de salariés qui cherchaient des solutions pour télétravailler en dehors de leur domicile. Et aussi, on a accueilli tous les étudiants partout en France pour les aider aussi à mieux passer la crise. Voilà, donc là, vous avez un exemple de télétravailleurs, vous avez un mix d'étudiants et de salariés. C'est-à-dire que les petits espaces ne permettent pas de travailler à la maison. Enfin, quand on habite dans des petits espaces, notamment, c'était le problème des étudiants. Et donc ça, c'est la solution. Ça fait partie des solutions envisagées. Disons que le télétravail à domicile a montré un certain nombre de limites. Si on regarde certaines études, vous avez la partie solitude, vous perdez le lien social aussi et la culture de l'entreprise. Et puis, vous n'êtes pas non plus égaux au télétravail, parce que si vous avez un appartement de 10 ou 15 mètres carrés, c'est compliqué d'y passer toute la journée. Si vous avez une mauvaise connexion Internet, ce qui est encore le cas sur certains territoires, voilà, l'alternative était de venir dans un tiers-lieu, Startway ou un autre, mais en tout cas, Startway était une réponse. Donc, tout ce pan de population de télétravailleurs est venu augmenter finalement la fréquentation de nos espaces. Mais vous continuez alors, à dérouler. J'en ai d'autres. Peut-être. Là, c'est plus pour vous parler un peu d'évolution du modèle. Là, vous avez un exemple où on s'est implanté au sein du siège social de Blédina, du groupe Danone, où on est arrivé avec une plateforme servicielle. Donc, on amène des services à l'intérieur du bâtiment et un espace de coworking sur une surface qui était vacante, disponible, et qui était une charge, finalement, pour le gros utilisateur. Donc moi, je m'intègre ou je rentre dans le chausson, on va dire, et je développe mes services et je crée du revenu que je reverse en partie à Danone, ce qui lui permet de diminuer son compte de charge. Voilà, ça, c'est une des évolutions majeures du Covid pour nous. Mais ça veut dire que dans ces espaces-là, vous créez votre espace à vous ou vous restez quand même dans la dynamique du groupe ? Là, je crée mon espace à moi. D'accord. Avec mes codes. D'accord, avec vos codes. Voilà, exactement. D'accord. Là, au Hayan, on est en périphérie de Bordeaux. Donc, on a ouvert en plein Covid. On avait fait le pari d'aller en périphérie, qui est un pari risqué. Et le Covid a renforcé finalement notre vision, qui est que les gens veulent aussi des solutions de proximité et ne plus aller dans les centres-villes. Et là, en l'occurrence, l'exemple intéressant, c'est que nous sommes au sein d'un bâtiment public qui est la métropole de Bordeaux, qui a cherché à amener un modèle privé pour les habitants des métropoles aux alentours. Voilà. Donc nous sommes une solution alternative à des lieux en centre-ville. Là, à Marseille, on est au sein d'un bâtiment de la Poste, qui est un de mes partenaires historiques. Et donc je suis implanté au sein d'un grand bâtiment de la Poste, avec un modèle Startway aussi. Je suis aussi rentré là dans un chausson avec une plateforme servicielle. Et aussi, je sers de variable d'ajustement pour des entreprises qui auraient besoin dans le bâtiment de plus de surface ou d'un peu moins. Et je peux les absorber. Et le dernier point, qui est la dernière expérimentation que nous avons lancée cet été, nous avons ouvert un coworking à Arcachon. Un coworking ou coworking à Arcachon, au-dessus duquel nous avons expérimenté une solution dite de co-living d'appartements. Et donc cet été, par exemple, nous avions des clients de la Défense ou d'ailleurs en France qui sont venus travailler le matin au sein de l'espace Startway et logeaient le soir au sein du co-living. Une hôtellerie travail, un modèle différent, quoi.
En fait, c'est un mixte. Le Covid a On sait pas accéléré comment des tas de l'appeler. process, Ouais. mais Ça n'a pas de nom. il y a la maison, il y a l'hôtellerie, il y a le bureau. Enfin, tous ces codes-là sont en train de fusionner. Mais tout ça, avec la crise, il faut le penser très vite, en fait. En cours de route, vous avez dû réadapter tout. Il faut être agile. Mm. Je vous le confirme. Alors, tous ces mètres carrés inutilisés, bon là, on voit notamment dans les groupes, vous les réutilisez, mais est-ce qu'on peut envisager aussi une transformation en logement ? Là, en l'occurrence, sur marche. Arcachon, l'expérience, c'est que c'était un bureau de poste, un centre de tri, bâtiment industriel, que nous Parce avons qu'il y a quand même douche, toilettes, etc. toilettes, chambre à coucher, cuisine. éventuellement. Et donc, on a transformé un actif plutôt industriel en tertiaire et on a enrichi l'offre d'une solution d'hébergement. Alors, pour vous, comment se passent les mutations du marché de l'immobilier professionnel avec cette crise qui n'en finit pas ? Vous voyez aussi sur un long terme, vous voyez encore d'autres idées, d'autres choses qui vont évoluer. C'est le début finalement ou qu'est-ce que vous pensez ? Écoutez, en plein Covid, je peux vous dire qu'on s'est agité les méninges, on s'est battu, parce que ça a été difficile. On est aujourd'hui conforté par une profondeur de marché. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, vous voyez que la face immergée de l'iceberg. Nous, on a pris le parti d'aller en région. Donc, on est un acteur parisien, mais on est beaucoup implanté en région. Je vous mets juste la carte. Et on a une ambition avec un de nos partenaires, c'est d'avoir un maillage territorial le plus fin possible. Aujourd'hui, on parle de coworking, mais demain, vous pouvez aller à Guéret. On prend souvent Guéret, c'est beau, Guéret. Vous pouvez avoir un espace de coworking à Guéret, mais qui va être complété d'autres offres de services à destination de la population. Dont le co-living peut-être ? Dont le co-living, dont de la formation, dont de la télémédecine à distance, des choses qui ont été utilisées pendant le Covid. Il y a plein de services qu'on peut aller imaginer à proximité. Et ce n'est pas forcément du coworking à la base. En tout cas, il y a des tas de services qu'on peut amener dans un lieu qui va être un mix de tous ces usages. Donc, nous, on pense que la profondeur de marché, elle est gigantesque. Les entreprises, qu'est-ce qui me conforte aussi dans cette vision ? Quand je vous dis qu'on a une hausse de nos demandes, 3 entreprises sur 4 qui nous consultent aujourd'hui étaient dans des baux 369. Elles ont été fortement chahutées par les baux 369 et elles veulent rendre, en tout cas c'est les conclusions auxquelles on arrive avec elles, leur immobilier mobile, agile, et le bail 369 ne le permet pas vraiment. Et donc nous, notre modèle est fait pour amener cette flexibilité. Et donc on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises et des très grands groupes qui nous sollicitent pour repenser leur immobilier avec eux. Et voilà, je vous en prie. Cette exode, entre guillemets, des grandes villes ou de Paris notamment vers la province et vers les territoires, vous la ressentez en chiffres ? Enfin, c'est une réalité ? Alors, les deux Parce qu'il y a le exemples... fantasme et puis il y a la faisabilité. Alors, c'est dans Le Point, je crois, cette semaine, vous avez un article sur les rentrées scolaires. Oui, sur Paris. Incroyable. Vous avez 6 000 en moins de rentrées scolaires. Ouais. L'année dernière, ils étaient à 3 750 et la moyenne était normalement 2 500. Donc vous avez aussi une accélération de l'exode parisien vers la région. Nous, ce qu'on voit, et je pense au Hayan notamment et à Arcachon, c'est que vous avez des salariés qui aujourd'hui ont migré effectivement vers les campagnes ou les villes secondaires et qui cherchent des solutions de travail différentes. Donc, et on accueille aujourd'hui ce pan de population. Alors, ce n'est pas encore un exode massif. En tout cas, il y a des tendances qui sont affirmées. J'ai des exemples de start-up ou de boîtes qui ont demandé à leurs salariés écoutez, voilà, le Covid, on a vu qu'on pouvait bosser autrement qu'à Paris. Je vous propose d'aller soit à Marseille, soit à Bordeaux, soit à Nantes. Vous votez et vous me dites. Et ils sont partis à Bordeaux. Oui. Il a augmenté les salaires et il a diminué sa charge foncière de plus de la moitié. Et ils sont partis sur un nouveau cadre de vie. Voilà. Oui, parce qu'on a toujours l'impression... Je donne un exemple, mais c'est pas massif. Mais en tout cas, il y a des tendances que moi, je n'observais pas sur notre métier il y a 5 ou 10 ans. Il y a une forte attractivité des régions. Et Arcachon, qui n'est pas une ville business, est un bon exemple. C'est qu'on accueille beaucoup de télétravailleurs ou des résidents qui viennent chercher une solution de travail permanente. Ça se comprend un petit peu. Mais il fallait y aller à Arcachon. C'est un vrai pari. C'est sûr. C'est un vrai pari. Non, mais je rigole. Et certains métiers le permettent, mais d'autres non. Enfin, il ne faut pas oublier ça non plus. D'accord.
C'est bon pour vous? Je pense. C'est un bel avenir en tout cas. C'est Écoutez, ouvert. je suis confiant, je suis heureux de faire partie de cette aventure. Voilà. Bon. Très confiant. Tant mieux. Alors, Geoffrey, là, on va un petit peu parler de l'hôtellerie et on a vu un exemple de co-living. Est-ce que, d'après vous, les hôtels vont se transformer en co-living? C'est peut-être abrupt comme... On va rester sur cette slide. Déjà, j'ai une réponse à votre question en termes de chiffres, Ouais. parce qu'on a eu les chiffres hier du troisième trimestre. La demande placée, donc le nombre de mètres carrés loués par les entreprises en France, un peu plus de 60% a été fait en région en 2021. Voilà. Et quand on parle de volume investi, je crois que pour la première fois dans l'histoire du marché de l'investissement en France, je crois que l'investissement en région a dépassé les volumes investis en Île-de-France. Voilà. C'est les chiffres que j'ai dit hier. Bon. Est-ce que le co-living va remplacer l'hôtellerie? Oui. Non. Non, pour la simple et bonne raison Enfin, que... pas remplacer, c'est un peu caricatural, mais je veux dire, on n'entendait pas du tout parler de ça. C'est quand même énorme et nouveau. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Le co-living, déjà, c'est une nouvelle manière d'habiter en communauté. C'est pas une nouvelle manière de voyager à la base. Ça peut le devenir. C'est certains acteurs et sur certaines promesses. En tout cas, c'est plus une promesse d'habiter en communauté. C'est de la coloc professionnalisée avec des services en plus. Ça veut dire service de blanchisserie, service Netflix. Vous voyez, dans votre loyer, vous n'avez pas que des mètres carrés, vous avez tout un tas de services. Donc effectivement, le co-living est venu comme un actif qu'on n'avait pas senti venir en France il y a 5 ans et s'est imposé beaucoup durant cette période de Covid. Ça a été un business Covid-friendly, parce que quand vous êtes tout seul dans un appartement de 30 mètres carrés, vous vous dites pourquoi j'irai pas en co-living avec 7, 8 autres co-livers. Effectivement, ça peut se comprendre quand vous êtes un jeune actif. Oui, voilà, c'est jeune actif, j'allais dire. La cible, c'est quand même plutôt jeune actif, voire étudiant pour certains ou famille monoparentale pour d'autres. Les promesses sont un peu différentes en fonction de l'acteur. Maintenant, l'hôtellerie pour nous, c'est jamais aussi bien porté, chez Tetris en tout cas. Alors, je ne vais pas engager le groupe JLL dans mes convictions personnelles, mais en tout cas, chez nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup craint pour l'hôtellerie en début de pandémie. On nous prédisait un blackout, une apocalypse. Pour nous, c'est avant tout un marché d'investisseurs et on n'a pas retrouvé les niveaux de 2019, parce que je crois que 2019, c'était 4 milliards d'euros investis dans l'actif hôtel en France et hôtel et tourisme en France. Donc, on ne retrouvera pas ces niveaux en 2021. Mais je pense qu'on avoisinera les 1,5 milliard, 2 milliards. Et là, on est sur une moyenne historique de long terme. Donc, cette classe d'actifs a conservé, on va dire, son attrait pour les investisseurs à moyen long terme. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les investisseurs ont continué à rénover, puisque nous, chez Tetris, je pense qu'on va faire une des plus belles années en hôtellerie en enregistrement, puisque chez nous, on enregistre la commande et après on produit, donc ça se décale un peu dans le temps. En tout cas, en validation de projet, en cette année 2021, c'est une des plus belles qu'on ait connues depuis qu'on fait de l'hôtellerie, c'est-à-dire une grosse dizaine d'années. Ah oui, c'est très étonnant, effectivement, parce qu'on penserait le contraire. D'ailleurs, tout le monde nous l'avait prédit. Ouais. C'est une tendance qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas parié dessus, je vous le concède. Maintenant, elle se vérifie sur 2022 et elle se vérifie dans nos autres implantations européennes aussi. C'est vraiment un business qui pousse fort chez nous. Alors, toujours dans l'esprit de l'évolution sociétale, les mairies contre les voitures, enfin, de nombreuses villes ont tendance à enlever la voiture des centres-villes notamment. Est-ce que c'est un danger pour les boutiques, pour le retail, pour l'immobilier finalement ? Ça peut l'être, ça ne l'est pas en tant que tel si c'est pensé intelligemment. Admettons que le parcours client commence dans la voiture, il faut réfléchir où est-ce que les gens vont se garer, comment ils vont accéder au magasin. Si tout ça est réfléchi, je dirais qu'il n'y a pas tellement de risques. On se rend compte quand même que dans les grandes villes, disons plus de 200 000 habitants, la piétonisation n'est pas un problème en soi. Dans des villes plus petites, dans lesquelles on vient en voiture, parce qu'on habite beaucoup en périphérie, des villes dans lesquelles le bassin de consommation est à l'extérieur, ça peut vite devenir très problématique pour le coup. Ou la mobilité, enfin les transports en commun ne sont pas forcément à l'auteur. Je crois que vous avez amené des projets quand même à nous expliquer. Oui, alors,
Oui, j'avais pas prévu. Alors, donc ça, c'est Comet Meeting. Alors, un confrère de mon voisin à droite qui est aussi un client qu'on a eu le plaisir d'accompagner cette année, mais mon Comet, qui est un acteur du coworking. Je savais qu'on allait parler de co-living. Alors là, on parle d'hôtel. Et là, on parle de co-living. Ah oui. Donc, ces deux photos ne vont pas suffire à résumer ce qu'est l'hôtellerie et ce qu'est le co-living. Néanmoins, on s'aperçoit que dans le co-living, sur cette image, donc c'est la clique, on a les codes de la maison. Donc ça, c'est à Lille. À Lille, voilà. D'accord. Donc, et ça, c'est un espace de co-living à Lille. Ça, c'est un espace de co-living. Donc, dans un espace de co-living, vous avez votre chambre individuelle de 15, 18, 20 mètres carrés. Et puis, vous avez un certain nombre d'espaces communs que vous partagez entre 6 et 8 co-livers. On appelle ça des clusters. Bon, maintenant, c'est plus à la mode de dire cluster. Je crois que c'est un mot un peu à bannir. À l'époque, on appelait ça cluster. Et en tout cas, l'idée, ce mot-là, non. Disons que vous pouvez retrouver des codes de l'hôtellerie ou de la résidence hôtelière dans les chambres, vous voyez. Et puis, vous retrouvez ces espaces qui sont peut-être un peu plus comme à la maison. Donc là, on est chez Colonize, qui est un co-liver qui est plus sur un angle communauté, on va dire, plutôt que jeunes travailleurs ou plutôt que mobility voyageurs, comme on dit chez nous. Le co-living intéresse les acteurs de l'hôtellerie, parce que quand vous maîtrisez la chaîne de valeur de l'hôtellerie, vous arrivez à réfléchir, à faire des choses intelligentes en co-living. Mais ce n'est pas un nouvel actif disruptif pour l'hôtellerie. Je pense que c'est plutôt encore une nouvelle offre de service qui va venir... c'est une nouvelle piste. Une nouvelle piste. On va beaucoup vers l'hybridation des programmes. Ouais, mon voisin l'a bien résumé. Ouais. Le coworking, le retail en pied d'immeuble, en socle actif, pourquoi pas du co-living au deuxième étage. Je crois qu'on va vers une hybridation de nos actifs de plus en plus. Ouais. Et pour le coup, sur cette fin d'année, on voit des beaux projets sortir de terre ou en rénovation ou en construction qui illustrent bien ce que disait Grégory juste avant moi. Oui. Alors justement, hybridation, ça me fait rebondir sur le magasin Tati, qui devient un immeuble mêlant bureau, logement en espace commun. Ça dit quoi du marché, ça ça résume tout ce que vous venez de dire, ou comment ça se passe? Pour moi, ça répond à deux enjeux. Ça répond à repenser l'immeuble autrement demain pour avoir c'est-à-dire qu'en amont, il va falloir avoir une réflexion architecturale. C'est ça que... 2020-2021, les gens ont beaucoup réfléchi. Donc là, les projets sont prêts et ils sortent de terre, clairement. Donc je pense que quand vous dites que vous êtes creusé les méninges en 2020, je pense qu'effectivement, tout le monde a cherché des solutions sur l'actif de demain. Aujourd'hui, les programmes sortent, ça y est. Donc ça correspond à un besoin des usagers. Et ça correspond aussi, dans une certaine mesure, à une maîtrise du risque. Parce que quand vous avez un immeuble d'hôtel et que l'hôtel ferme, vous n'avez plus rien. Quand vous avez un immeuble de bureau et que les bureaux ferment, vous n'avez plus rien. Quand vous avez un immeuble avec un socle actif, un coworking, et puis de l'appart-hôtel ou du co-living, que sais-je encore, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus sécure aussi en termes d'occupation, en termes de business model. Ouais. Alors, tout ça, tous ces projets, toutes ces ouvertures et finalement tous ces espoirs, parce que c'est entrepreneurial, est-ce que ça aura une incidence sur le secteur de l'agencement et ça crée de nouveaux besoins? C'est bien. Ouais, alors là, c'est l'agenceur de formation qui va vous parler. École Boulle. Je crois qu'il est positif d'aller vers des nouvelles choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de recul et avec des acteurs qui n'ont pas forcément des habitudes d'achat de masse. Donc je crois que la force des agenceurs français, c'est avant tout la capacité d'innover, d'être flexible, de savoir être réactif aussi. Donc je crois que sur des modèles comme ceux-ci, ça prend tout son sens. Et enfin, je crois qu'il est moins grave qu'un hôtel devienne du co-living. Je crois que ce qui est plus dur à gérer, mais je parle sous le contrôle de Pierre, c'est plutôt l'effet de mode. C'est que si en 2021, on aime le Laquais Grand-Briand et qu'en 2022, on n'en veut plus, là, vous avez un vrai problème d'outils. Donc je crois que ça, c'est plus dangereux, à mon sens, plutôt que l'évolution de l'immobilier en tant que tel. Mais c'est mon humble avis. Hein. Okay. Alors, Anton Maison et Objets s'intéresse à toutes ces questions, évidemment. D'abord, je rappelle que vous êtes partenaire de cette table ronde. Dans le cadre du développement de Works et projets, sur quoi vous travaillez ? On assiste effectivement à une évolution des usages, une évolution des demandes de surface. Et donc, au niveau de Maison et Objets, on accompagne la filière avec... à la fois un laboratoire d'innovation qu'on a intitulé Work et qui
s'est tenu en septembre dernier pour sa 2e édition, et dans lequel on essaye de présenter la nouvelle offre des éditeurs et des fabricants de mobilier, notamment françaises, vous verrez, sur ces nouveaux usages et ces nouvelles demandes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous, on est à la croisée des chemins, hein, puisqu'on a plus de 16 000 architectes d'intérieur, designers qui sont présents sur le salon ou qui nous suivent en ligne sur notre plateforme digitale. Et donc on a de l'autre côté donc l'offre de mobilier et les éditeurs et nos agenceurs qui sont présents sur le salon et qui s'adaptent très rapidement justement à l'évolution des usages. Il y a 4-5 ans, on parlait de start-up, puis de coworking. Là, on parle de co-living. Est arrivé contraint et forcé le home office, et donc on s'aperçoit que les éditeurs fabricants généralistes sortent tous des petites capsules, des collections pour accompagner le home office, et qu'inversement tous les codes de la maison et les codes de l'hôtellerie sont en train de pénétrer de manière très dynamique. C'est le cas déjà depuis 3-4 ans, donc tous les espaces de travail, les nouveaux espaces de travail. Donc j'ai 2-3 slides qui peuvent... Je crois que Pierre, vous vouliez intervenir là tout de suite. Non, après, d'accord. Et donc voilà, juste pour illustrer le propos, donc nous à notre propre échelle, hein, qui est plutôt une échelle micro, comme le rappelait Pierre, puisqu'on est à l'échelle de l'objet, du meuble ou du matériau et du revêtement qui sont présentés sur le salon aux prescripteurs. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer en septembre dernier sur l'espace, hein, c'était il y a un mois, donc des tendances de fond éco-responsables, upcycling dans l'offre mobilier, donc notamment avec des adhérents. Voilà, et donc ça, c'est parti, c'était déjà parti depuis pas mal d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des jeunes éditeurs français vraiment qui ont une offre très dynamique, très adaptée. Et on était sur l'éco-responsabilité. On commence à parler maintenant d'upcycler. Et je sais que l'ameublement français est à l'initiative aussi du club des uppers. Voilà, donc on accompagne ce mouvement. Dont on va parler après. Voilà, très bien. Deuxième grosse tendance de fond, c'est vrai que depuis la mode des open space dans les années 80-90, puis du coworking, on a une demande, clairement, à la fois en hôtellerie comme dans les espaces de travail ou dans ces nouveaux tiers-lieux, de retrouver à la fois du confort personnel, du confort acoustique pour télétravailler, et aussi d'avoir des solutions à la fois de revêtement ou d'aménagement qui soient Covid-free. Et donc, par exemple, la solution qui est à droite, vous avez une lampe UV qui est intégrée et donc qui nettoie en permanence grâce à des rayons ultraviolets. Je ne connais pas la technique, mais directement cette cabine acoustique. Et donc, on voit apparaître chez les fabricants de matériaux, de revêtements, les éditeurs de textiles et de mobilier, ce type de à la fois technologique et ouais. le bien-être. Et bien-être, voilà, tout à fait. La troisième tendance de fond, bien évidemment, c'est une place plus présente du végétal, et je dirais aussi de la lumière naturelle, enfin de la nature au travail. Hein. Donc, j'appelais ça Vegetal and Design, mais voilà, on retrouve effectivement des éléments de végétalisation directement intégrés dans les postes de travail. Ça peut être aussi de la cloison végétalisée, des murs végétalisés. Ça peut être aussi maintenant des terrasses. Des ouvertures sur l'extérieur. Des ouvertures sur l'extérieur, de plus en plus demandées par les salariés. Voilà, après avoir été enfermés pendant 1 an et demi, soit chez eux, soit ailleurs. Voilà. Et donc la dernière tendance, effectivement, c'était finalement que tous ces éditeurs fabricants ont maintenant des gammes de home office pour répondre à la demande des salariés qui vont travailler. Ça dépend des univers de travail, hein, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir continuer en home office. Hein. Je pense que depuis 2-3 semaines, il y a pas mal de salariés qui sont revenus en 5-5, mais néanmoins, pour une certaine catégorie professionnelle, dans les métropoles, dans les services, on est effectivement sur une tendance 2/5e, 3/5e home office. Où effectivement, le fait de pouvoir télétravailler depuis un espace tiers, puisqu'il y a aussi une vraie tendance à Paris comme en province, sur ces tiers-lieux où finalement
entre le travail au domicile, qui n'est pas forcément évident, compte tenu des surfaces que peuvent avoir certaines personnes, notamment dans les métropoles, le fait de se redéplacer au siège à 1h30 ou 2h, si on a décidé de partir travailler à la campagne, ces lieux hybrides qui sont peut-être en abord de gare ou dans les villes secondaires vont permettre à ces télétravailleurs de continuer à télétravailler, de venir peut-être au siège ou à leur direction régionale une ou deux fois par semaine. Et le dernier point, c'est effectivement sur le fait que, mais ça on l'avait nous bien anticipé, que tous les codes de la maison ont intégré les codes de l'hospitality, hôtellerie, restauration, et puis maintenant les codes des espaces de travail. Et donc avec la nécessité d'avoir des espaces et des mobiliers modulaires, flex, c'est-à-dire que le pouvoir tourner sur le même poste de travail effectivement à plusieurs salariés, pouvoir réorganiser un espace de travail en salle de réunion, en salle de créativité. Donc on a beaucoup de mobilier maintenant qu'on voit sur roulette, des cloisons qui se déplacent, et donc on peut tout à fait réaménager un espace de travail au cours de la semaine en fonction des usages qu'on va avoir avec ces équipes. Voilà, ça c'est important. Alors, vous vous positionnez comment, enfin Maison et Objets, quelle solution vous apportez aux professionnels ? Nous, on essaye d'avoir toujours un coup d'avance, et donc d'être une source d'inspiration pour les architectes d'intérieur, les architectes, les space planners qui viennent finalement se sourcer et s'inspirer sur le salon ou sur notre plateforme en ligne. Et puisqu'on réunit plus de 2300 exposants là, en janvier prochain. Et donc sur cet espace Work et l'espace projet, qui est la partie matériaux, revêtements adjacente à Work, on a une centaine d'exposants qui viennent présenter leurs nouveautés. Donc nous, c'est essentiellement de l'innovation, de la nouveauté, et puis de l'inspiration par le partage et l'échange entre maîtres d'ouvrage, utilisateurs finaux et prescripteurs. Et puis souvent avec soit des espaces tendances dédiés, soit des parcours où vous emmenez les gens aussi à voir certaines évolutions et nouveautés. Tout à fait, puisque le parcours Work vous emmène directement dans ce laboratoire qui est une sorte d'espace collectif où on présente ses éditeurs et ses solutions, mais le parcours Work aussi vous permet de parcourir sur l'ensemble du salon, y compris la partie objets. Vous avez des objets pour les espaces de travail. Je crois que Pierre voulait reprendre la parole. Merci Anton. Oui, en fait, la réflexion, en entendant tout le monde et avec cette vision macro, ce qu'on constate quand même, c'est que l'univers de travail, l'univers de l'hôtellerie a énormément progressé en 20 ans. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée qui s'est développée. On voit à travers les images, ça parle de même. Mais ce qui est un endroit dont on n'a pas parlé, qui est pourtant essentiel en termes de business et en termes d'activité, qui est le logement. Et cette partie Covid, beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés chez eux et ont découvert que leur logement n'était pas adapté. Ni adapté, bien sûr, en période de confinement et de pandémie, mais pas du tout adapté non plus en période de télétravail. Les dernières études idéales ou encore le rapport qui a été rendu peu de temps auprès de la ministre du Logement prouvent qu'en fait, il y a une dégradation de la qualité du logement depuis 20 ans. Ça serait bien que dans un grand forum, on traite ce sujet. Le logement est de plus en plus petit. Les cloisons, vous savez que 57% des cloisons dans des logements en Île-de-France sont à moins de 5 cm d'épaisseur. C'est fantastique quand même. Que de plus en plus, on a trouvé la parade avec le séjour cuisine qui fait que la cuisine n'est pas séparable. Donc c'est super. Mais en fait, quand vous avez la cuisine qui n'est pas assez grande, donc elle déborde sur le séjour. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui vivent ça. En fait, c'est un vrai sujet, je pense, où on n'a pas développé de valeur ajoutée. On est contraint. L'intérieur et tout ce qui est ameublement est quand même contraint par des sujets financiers. C'est 15% l'intérieur. Tout ce qui se boit dans un logement, c'est 15% du coût global. Donc c'est que dalle. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que y a des solutions, comme vous développez, pour permettre aux gens de fuir un peu ça, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. On va de plus en plus quand même vers des freelances, de moins en moins de CDI, c'est une grande tendance, et ça se fait à domicile. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion. Si on pouvait l'aborder l'année prochaine, ça serait un vrai sujet, parce que ça ne bouge pas du tout. Visiblement, l'habitation aussi a l'air d'intéresser les ministres de tutelle, et il y a une grande réflexion, notamment autour de l'énergie aussi. Enfin bon. Oui, mais ceci dit, c'est des après, réglementations. À l'intérieur des bâtiments, pas du tout. Hier, il y avait un forum à Divebois. L'intérieur, c'est pas le sujet. Bon. Voilà.
Juste, Anton, est-ce qu'on peut le dire ou pas, mais en janvier, vous allez faire un parcours professionnel, justement, dans cet esprit-là, Oui, dans la ville? On va prolonger l'expérience de Maisons et Objets Salon dans Paris avec une opération qui s'intitule Maisons et Objets in the City. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos visiteurs professionnels, notamment internationaux qui se déplacent du 20 au 24 janvier prochain, de continuer l'expérience en allant visiter les showrooms professionnels qui ont fait beaucoup d'investissements, notamment pendant cette période de Covid, de rénovation, et pour présenter leurs nouvelles nouveautés. Donc voilà, on aura l'opération Salon, Maison et Objets in the City, un parcours sur une centaine de showrooms et de lieux dans la capitale, et la plateforme digitale qui fait la liaison entre les deux éditions du Salon de janvier et septembre. Philippe? Est-ce que ça... Tenez, je vous donne... Si je l'allumais, ça serait... Je devrais avoir quelque chose dans la tête aussi, moi. En termes d'agencement, donc avant, il y avait un marché de mobilier de bureau, d'hôtellerie, de logement, etc. Bon, tout ça va exploser. Comment ça va se gérer, ça, en termes d'équipe, en termes de suivi de projet? Alors, si tu parles d'agencement, oui, ça va exploser, et tant mieux dans le domaine du bureau et de l'hôtellerie. Il faut savoir quand même que le retail a énormément baissé ces dernières années quand même. Donc il y a beaucoup d'agenceurs qui se reconvertissent vers ce secteur de l'hôtellerie et du tertiaire. Voilà, et on voit vraiment des transformations importantes. Nous-mêmes, on l'a fait. La dernière boutique qu'on a fait, je crois que c'était en 2013. Donc on n'en fait plus, sauf exception. Donc oui, ça fait ça. Le logement, c'est pas encore un sujet parce que justement, il est trop pauvre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 40% des logements qui ont même pas un placard intégré. Enfin, c'est quand même magnifique. Donc avant que l'agenceur rentre dans le logement, il va falloir du temps, sauf dans du logement à forte valeur ajoutée. Sinon, les équipes, voilà, j'imagine ce matin, vous aviez une table ronde sur les chargés d'affaires. On en parlait tout à l'heure avec François, j'ai échangé, et je pense que Geoffrey le sait bien. Ce qui nous manque, c'est les formations techniques. Il n'y a rien ne vaut un parcours, quelqu'un qui est formé à Boulle, et il y a trop peu de formations comme Boulle. Boulle, c'est 20 étudiants qui sortent chaque année. Il n'y a pas tellement d'équivalent en France, ça commence à se créer, donc on va arriver peut-être à 40, 60. C'est le meilleur parcours pour faire des gens qui vont porter ces projets-là et qui vont être capables d'encadrer les équipes parce que les projets sont de plus en plus gros. Donc c'est plus du tout les mêmes compétences. Ça fait 2 appels. Voilà. Ouais. Voilà. Plus de formation. Non, mais il y a des projets qui sont... Une problématique logement à étudier. Voilà, exactement. Très bien. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez... maintenant, c'est à vous, si vous voulez témoigner. Voilà. J'ai une question à Grégory, parce que je confirme que dans notre dernière enquête Actino qu'on a faite en janvier et février, effectivement, les gens, finalement, ont envie de travailler un peu au bureau, un peu chez soi et un peu dans un tiers-lieu. Ça m'a beaucoup intéressé, vos tiers-lieux d'Arcachon, mais... quand on pense Paris, région parisienne, vous savez que la plupart des gens habitent très loin du centre de Paris. Ils habitent en banlieue, en deuxième couronne, voire même encore plus loin. Quel pourrait être le business model pour une structure comme la vôtre d'aller dans ces lieux-là? Vous voyez, je prends l'exemple typique de quelqu'un qui habite à Meaux, à 50 km à l'est de Paris, qui doit travailler à la Défense. Clairement, il a envie de rester, mais pas chez lui parce que c'est trop petit. Il irait bien dans ce que j'appelle un bureau de voisinage, un bureau de proximité. Or, je pense qu'il y a un problème de business model, à moins que ce ne soit pas vous et que ce soit l'hôtellerie ou les collectivités locales qui s'occupent de ça. Alors, c'est l'entrepreneur qui va vous répondre. Business model n'est pas simple à trouver dans ces zones-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc c'est des vrais sujets qu'on a aujourd'hui avec la région, avec des mairies. Donc on est en train d'accompagner certaines communes à développer ces espaces-là. Donc il y a plusieurs modèles économiques. Vous pouvez avoir des mairies qui ont envie d'investir. Moi, je peux amener mon savoir-faire de professionnel, de gestion, d'animation, l'effet réseau. Après, j'ai besoin aussi que le risque soit partagé. Moi, en tant qu'entrepreneur, ces villes-là, c'est un risque à prendre et je ne le prendrai plus tout seul. Voilà. Le Covid aussi a servi de leçon. C'est que les propriétaires n'ont pas forcément beaucoup accompagné des gens comme nous pendant la crise. Et donc, par contre, on est prêt à explorer. Nous, depuis le début de notre histoire, on est à Feucherolles. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Feucherolles, dans les Yvelines, dans les champs. Il n'y a personne qui est à la Feucherolles. On est allé à Feucherolles.
et le site est rempli. Mais le modèle économique, il a été accompagné par le propriétaire. On est allé explorer avec lui. Je suis persuadé qu'il y a des modèles à trouver, mais moi, l'entrepreneur qui vous parle, je ne prendrai pas seul le risque. Voilà. Mais le modèle économique peut être trouvé, c'est un partage. Parce on est finalement dans une forme de dynamisation des territoires. Voilà. C'est une belle conclusion, merci. Écoutez, voilà, le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup.